Je vous propose qu'on démarre. Les prochains arriveront, je vois que ça arrive encore. Déjà, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau webinaire proposé par Lemon Interactive. Je suis accompagné de 3 personnes aujourd'hui. Henri, qui est notre lead UX, et je suis ravi d'accueillir Léa et Damien. Merci à vous, qui font partie de Electrodépôt. Et le but de l'échange de ce matin, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on a pu faire pour optimiser l'UX mobile. Avant de commencer, je vais donner la parole du coup à nos invités, Léa, Damien, pour vous présenter rapidement. La parole est à vous. Honneur aux dames. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Léa, j'ai 34 ans et je suis UX manager. Ça fait 3 ans que je travaille chez Electrodépôt. J'ai un parcours grande distribution spécialisée et notamment passionnée des sujets e-commerce. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de mettre l'utilisateur au cœur des décisions et de faire en sorte de rendre sa visite agréable. Super, merci Léa. Et je suis Damien Bisset, donc je suis le directeur e-commerce de Electrodépôt. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelques bonnes pratiques pour les interfaces mobiles. Depuis 2 ans chez Electrodépôt et très passionné par l'amélioration de l'expérience client en mobile first. Merci Damien. Henri, tu te présentes en quelques mots? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Henri, je suis lead UX chez l'agence Lemon Interactive et donc je serais ravi aujourd'hui de discuter du travail d'optimisation qu'on a fait avec Electrodépôt sur leur page web mobile en particulier. Donc ravi à tous que vous soyez tous connectés. Merci à vous. Et moi, très rapidement, du coup, je suis Vincent, je suis directeur associé chez Lemon, en charge notamment de la partie UX avec Henri et de l'accompagnement stratégique de nos clients. En parlant de Lemon, je veux vous présenter l'agence très rapidement. Vous l'avez vu, nos belles photos, nos beaux invités qui viennent de se présenter. Lemon, qui on est? On est une agence web qui fait du conseil et du développement web. On existe depuis 2009. On est une PME, 20 personnes sur la métropole lilloise. Et on est également organisme de formation. On peut vous former sur nos différentes expertises. Nos expertises, elles sont au nombre de 4. On a la partie accompagnement stratégique, où on peut faire de la stratégie digitale, de l'analyse de marché, pour aider un de nos clients à bien se positionner sur un secteur. On a la partie design d'expérience que vous allez être amené à découvrir un peu plus aujourd'hui grâce au webinaire. On a la partie développement technique, que ce soit sur du site e-commerce ou du site institutionnel, et toute une partie web marketing pour vous aider à développer votre visibilité. On a une promesse, c'est de vous permettre d'atteindre une performance digitale durable. Ça, c'est important pour nous. On ne veut pas juste une performance sur 1 mois ou 2 mois. On veut qu'elle soit le plus durable possible. Et du coup, l'UX, notamment, nous aide beaucoup à être intégré, à comprendre vos problématiques et à comprendre surtout les problématiques de vos clients. Quelques clients, on est plutôt multisecteur d'activité. On travaille avec des PME, des ETI et des grands comptes. Electrodépôt en fait partie. Et ensuite, on a des pure players, de la mutuelle, de la banque, du retailer, de l'industrie. Voilà, on ne s'est jamais bloqué à un secteur d'activité. Je vais passer la parole à Damien pour nous présenter Electrodépôt en quelques mots. Je t'en prie. Merci Vincent. Donc quelques mots, Electrodépôt. Donc on est un retailer spécialisé sur l'électroménager et le multimédia. On a un positionnement qui est sur la partie un modèle plutôt low cost. Et on souhaite offrir toute l'année à tous nos clients des produits qui ont un excellent rapport qualité-prix et notamment avec un positionnement prix qui est agressif. On a une quinzaine d'années et on a sur le niveau européen quasiment une centaine de magasins. Un des points qui nous différencie, c'est qu'on veut offrir donc ces prix bas toute l'année à nos clients. On a des arrivages toutes les semaines. Et donc voilà, c'est notre fer de lance et c'est notre marque qui a fait notre succès ces dernières années. Super, merci Damien. Comme vous le voyez sur cette belle photo du Nord avec un très beau ciel bleu, electrodépôt.fr si vous avez des besoins en électroménager et multimédia, n'hésitez pas.
Après ces quelques présentations, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet qui vous intéresse aujourd'hui et qui nous anime aujourd'hui. Pour commencer, on va peut-être demander à Léa et Damien si vous pouvez nous redonner un petit point de contexte, nous expliquer en fait ce qui a amené le début du travail d'optimisation mobile chez Electro-Dépôt. Allez, je vais commencer, après je te laisserai la parole, Léa. Il y a à peu près 2 ans, on a eu une volonté globale dans l'entreprise d'accélérer l'optimisation du parcours client sur le digital, étant bien conscient de à quel point ça pouvait aider nos clients qui viennent acheter en magasin ou bien qui viennent acheter sur le site. Et donc, comme on avait beaucoup d'ambitions qu'on a posées à ce moment-là, on a décidé finalement de lancer un appel d'offres en voulant travailler de manière à la fois très qualitative sur des livrables pour améliorer l'expérience client et en même temps dans des délais courts. Et c'est la raison pour laquelle on a imaginé travailler en mode design sprint. Et donc, à l'issue de cet appel d'offres, on a choisi Lemon Interactive pour nous accompagner. Et donc là, on va vous expliquer un petit peu ce matin voilà, ce travail qu'on fait ensemble maintenant depuis 1 an et demi, qui est un travail qui a été à la fois efficace et en même temps très agréable humainement. Voilà, je te laisse la parole, Léa. Oui, donc pour compléter ce que disait Damien, au-delà d'accélérer, c'est vrai que je pense qu'à la fois chez Electrodépôt et chez plein d'annonceurs, en fait, on a remarqué que le trafic était en train de s'orienter plutôt mobile que uniquement en desktop. Et donc, les trois grands problématiques à retenir, c'est que, premièrement, on voulait améliorer l'expérience utilisateur. On voulait aussi générer plus de trafic qualifié au niveau des magasins. Et surtout, en troisième problématique, il y avait aussi le fait de optimiser en fait le taux de conversion en mobile et aussi la partie chiffre d'affaires online. Sur ces 3 grands axes, surtout, on voulait adopter et suivre les bonnes pratiques et ne pas se réinventer. Super, merci Léa. Du coup, vous l'avez compris, il y a eu des observations qui ont été faites avant de se lancer dans cette aventure. Il y avait des points qui avaient été identifiés par Electrodépôt. Et du coup, on est arrivé ensuite pour les aider et pour les accompagner. Du coup, Henri, justement, on a parlé du fait d'avoir fait un constat, d'avoir identifié des points de frustration. Est-ce que peux nous parler un petit peu de la méthode qu'on a pu utiliser? Damien en a parlé très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, et alors effectivement, à partir des constats qu'avait un peu relevé Electrodépôt, on a essayé de travailler sur une forme inspirée du design sprint. Donc certains vont peut-être connaître, c'est une méthodologie, voilà, il y avait un livre promu par Google. Donc on s'est inspiré de ça pour créer des sortes de war room design, si on devait donner un nom. Le principe, c'est on condense tout en 4 à 6 jours. On trouve des thématiques très précises qu'on veut optimiser. Donc là, on avait déjà une première liste. Et ensuite, on balaye l'ensemble, on va dire, des étapes clés qu'on peut avoir dans une démarche UX classique. On démarrera par une phase d'observation, idéation, où là-dessus, on va lister les problématiques, définir celles qu'on veut travailler dans le sprint. On se sera fait des mini-bench, on aura récupéré les avis des tests qui ont pu être déjà réalisés. Et ensuite, derrière, on va faire de la génération d'idées classiques en atelier, tous ensemble. On va essayer de représenter ces idées visuellement avec du griffonné sur de la maquette, par exemple, rapidement au crayon. On va voter, on va dire, on va retenir certaines idées. Et ensuite, on va basculer dans une phase de prototypage. Donc, on reprend l'ensemble des idées qui ont été validées. On fait un premier prototype. Ensuite, on vient l'animer, l'ensemble des maquettes, pour faire un prototype animé complet. Et le but, c'est de faire ça tous ensemble. On check de temps en temps avec les équipes d'Electrodépôt et nous. Ensuite, cette maquette, on va la tester tout de suite. Donc là, on a pris le parti de tester avec des collaborateurs Electrodépôt.
de tout électrodépôt, donc que ce soit de l'admin, du magasin. Voilà, il y avait un peu de tout le monde en termes de profil. On récolte tous les retours, on fait des ajustements sur les maquettes et ensuite on vient finaliser l'ensemble des maquettes. On va créer des règles de gestion aussi pour les transmettre aux équipes techniques. Alors les équipes techniques, on va les consulter un petit peu aussi au cours du sprint pour leur montrer ce qu'on a imaginé. Et à la fin, on fait une grosse restitution à l'équipe technique en disant voilà ce qu'on a fait, voilà le prototype des quelques actions, voici les quelques règles de gestion très précises. Et voilà, et tout ça, on arrive à faire dans un espace condensé. C'est ça le plus important qu'il faut retenir. Super, merci, merci Henri. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi poser la question à Electrodépôt et à Léa sur ce qui t'a plu dans cette méthode? Est-ce qui vous a fait choisir finalement cette formule de travail? Alors déjà, en premier lieu, c'est vraiment la rapidité et la mise en œuvre pour pouvoir accélérer en fait sur un sujet bien précis. C'est vrai qu'en une semaine, en fait, on sait définir les objectifs du projet, on réunit les bonnes personnes, il y a la méthodologie que Henri vient de nous expliquer. C'est hyper agile, vraiment on gagne en réactivité. Et c'est vrai que nous, chez Electrodépôt, on est en équipe courte et donc on aime bien avancer vite. Super, merci Léa. Damien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Non, je pense que ce qui est un des éléments clés, c'est la capacité à se mobiliser sur une très courte durée pour craquer un sujet. Quand je dis craquer un sujet, c'est avoir le sujet identifié comme un pain point et ensuite, à la fin du cycle court, on doit avoir trouvé des solutions et avoir étayé avec l'ensemble des maquettes, des prototypes et des règles de gestion pour que le sujet soit résolu et prêt à être développé par le suivant qui prend le relais. Mais c'est ça qui est fort et c'est aujourd'hui, je pense que si on avait dû faire certaines fois ça tout seul, je pense que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps et derrière, on aurait eu un time to market qui aurait été bien moins meilleur. Super. Merci, merci à vous deux pour les précisions et pour ce témoignage. On retient du coup, c'est une méthode collaborative, durée courte. Ce qui est bien avec la durée courte, c'est que c'est favorable à la génération d'idées et avec aussi, on l'a dit, différents acteurs qui amènent leur savoir aussi à ce projet. Justement, si on se focus un petit peu sur les acteurs, on parle de sprint. Quel type d'acteur il faut finalement pour faire un bon sprint et ça donne quoi un petit peu au niveau de la mobilisation des différentes équipes? Qui veut démarrer? Léa, tu veux dire les… Alors, c'est vrai que je vais démarrer, tu compléteras Henri. Pour le bon démarrage d'un sprint, déjà, c'est réunir les bonnes personnes, au-delà d'avoir les bons outils, et aussi être vraiment dédié sur le sprint et trouver le temps imparti. Hyper important. Et parce qu'on sait que derrière, en fait, il y a une dynamique qui est bien sûr d'alimenter la roadmap e-commerce. Et donc, Henri, ouais, sur les participants, il y avait deux stratégies. Ouais, alors effectivement, si on devait résumer les personnes qui avaient participé au sprint, de notre côté Lemon, on avait le directeur conseil, le lead UX et un UX UI designer. Et côté Electrodépôt, effectivement, vous aviez Damien, toi Léa, au niveau de directeur e-commerce et UX manager. Et après, vous aviez des représentants en chef de projet technique. On a fait appel des fois à chargé d'SEO parce qu'on touchait un petit peu sur le contenu des pages, donc il fallait vérifier qu'on était OK. Et des fois, on avait aussi des impacts sur les autres sites pays. Et donc, il fallait aussi impliquer des contributeurs à la fois des autres pays, en Belgique par exemple, ou aussi du métier très précis lorsqu'on avait des règles de gestion un peu plus poussées. Ouais, on a même doublé la partie UX Manager parce que je suis aujourd'hui en binôme avec Maxime sur le sujet. On avait même doublé la partie UX Management. Super, merci à tous. Du coup, vous l'avez compris, je pense, on l'a dit, du coup, durée courte, beaucoup d'équipes. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est la pluridisciplinarité des équipes pour aller générer un maximum d'idées avec des métiers différents. Du coup, on a parlé de la méthode, on a parlé des équipes. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu les travaux qui ont été effectués sur ces différents jours, les pages qu'on a travaillées et surtout pourquoi
on a choisi de travailler ces pages. Oui. Alors déjà, on a travaillé par priorité. Alors ça paraît évident, mais c'est bien de se le rappeler. Du coup, par rapport à ça, on avait fait des études utilisateurs et des A/B testing sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels est ressorti en fait plein d'axes d'amélioration comme la recherche d'infoproduits, la recherche d'informations magasins. Voilà, une multitude en fait de points d'amélioration. Et nous, on s'est orienté sur la partie refonte du header et fiche produit. C'est vrai que la fiche produit aujourd'hui, c'est quand même là où on va principalement avoir les infos sur un produit et aussi un endroit où on met au panier directement sur le site. Super. Donc à la suite de ça, en fait, dans la méthode, on s'est dit aujourd'hui, on a 3 parcours d'achat. Je consulte, je quitte et je vais directement au magasin. Je consulte, j'achète, mais je retire mon produit en magasin. Et le 3e parcours qui est je consulte, j'achète, mais je me fais livrer à domicile. À partir du moment où en fait, on avait défini les 3 parcours utilisateurs, on s'est dit qui prend tel parcours et tel parcours. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle un persona. Et donc les personas, c'est ce qui nous a permis de dresser en fait les différents profils utilisateurs. Par exemple, sur la fiche produit, on avait Joséphine, 30 ans, infirmière, qui cherche un frigo pour sa nouvelle cuisine, qui du coup est plutôt citadine et n'a pas de moyen de se déplacer. Vous l'avez compris, du coup, c'est le parcours numéro 3. Et à partir de ça, qu'est-ce qui va influencer sur le parcours utilisateur de Joséphine, quels sentiments elle va ressentir pendant sa visite, trouver ses points douloureux. Donc là, en l'occurrence, elle doit se faire livrer et elle ne connaît pas trop les produits au niveau des frigos. Et après, son but général, c'est-à-dire acheter un frigo et se faire livrer au bon rapport qualité-prix. Donc voilà, en tout cas, à partir des parcours, on a défini des personas pour répondre aux différents parcours d'achat. Super, merci Léa. Henri, on a un petit avant-après qui est juste là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les changements, les pourquoi de ces changements? Et bien sûr, Léa et Damien, si vous souhaitez ajouter des éléments, la parole est bien sûr ouverte. Je vous en prie. Alors, effectivement, ce n'est qu'un extrait finalement des quelques pages qu'on a travaillées, mais rien que cette vue-là de base permet déjà de voir beaucoup l'évolution qui a été apportée. Donc, ce que disait Léa sur le travail du header et de la fiche produit. Le header, on vient rajouter quelques boutons d'action plus fins. La barre de recherche, on a retravaillé toute la partie géolocalisation des magasins également, liste des magasins. Et ensuite, sur la partie fiche produit, il y a vraiment une structure de fiche produit qui a été évoluée entre rien que le avant-après, ou avant finalement au-dessus de la ligne de flottaison, on n'avait que l'image produit et presque et la catégorie. Maintenant, on retrouve à la fois les catégories, on retrouve le nom du produit, les avis. On a changé le format des images. On est passé sur un carrousel qui est un peu plus incitatif à faire du swipe entre les photos. On donne cet aspect d'image croppée sur la droite pour inciter l'utilisateur à continuer à parcourir les différents visuels. Et l'action principale, c'est qu'on a réussi à remonter avec un sticky en bas de page le prix et le bouton d'ajout au panier. Donc ça, c'était ultra important de tout de suite avoir l'action derrière d'ajout au panier disponible. Et quel que soit, si on scrolle, on a après les stocks, les caractéristiques du produit. Voilà, on a toujours ce sticky d'afficher en bas. Voilà, c'est la principale action avec le carrousel, je pense. C'est ça, et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure au début de la présentation, c'est vraiment de retrouver les bonnes pratiques et les basiques de ce qu'on a aujourd'hui sur le format mobile. Et 2 autres éléments à laquelle je pense qu'on a retravaillé au niveau de la fiche produit, c'était la volonté d'avoir une zone dédiée au niveau de la vidéo et aussi la possibilité de mettre en avant nos marques MDD.
Donc, avoir un contenu vraiment dédié et mis en avant sur la fiche produit. Super. Damien, quelques précisions ou tout a été dit selon toi? Non, tout a été dit. J'invite les gens qui assistent à aller voir directement après le webinaire et puis éventuellement à nous faire part de leur tour s'ils voient encore quelques petites zones d'optime. On est toujours preneurs. Prenez Mais votre sur téléphone. mobile, c'est top. On est très contents, mais toujours à l'écoute pour continuer à améliorer les choses. Super. Un point aussi que je précise très rapidement, mais comme on parlait de la pluridisciplinarité, 1, 2, 3, d'avoir des équipes différentes, ça ira mieux. Vous voyez qu'il y a un petit retour tous les lave-linges. On a aussi pas mal sollicité le SEO parce qu'en fait, voilà, il faut penser à la partie mobile, ergonomique, parcours, mais il y a un gros enjeu SEO chez Electrodépôt aussi. Donc, on a aussi pas mal sollicité la partie SEO pour ne pas faire de bêtises sur la refonte ergonomique. Du coup, on a parlé de la fiche produit là, qu'on vient de présenter, on a parlé des équipes, on a parlé de la méthode, mais tout ça, on l'a fait avec des outils. Du coup, Henri, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils, des bons outils à avoir pour travailler un sprint design? Oui, alors il y a quelques étapes clés finalement pour faire un bon sprint de design. Déjà, une bonne préparation. Il faut vraiment en amont du sprint, voilà, bien prévoir les exercices, qu'est-ce qu'on veut ressortir comme information, qu'est-ce qu'on veut imaginer, bien préparer aussi s'il faut faire les mini-bench sur les thématiques et les problématiques très précises. Voilà, arriver avec un maximum d'informations, que ce soit sur les usages, ce que fait les concurrents, et toutes les informations qu'on avait déjà à disposition au niveau des utilisateurs. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a utilisé Figma. Alors Figma, finalement, c'est presque l'outil central du sprint parce que derrière, on l'utilisait pour faire toutes les maquettes, faire le prototype. Donc ça, vraiment, c'est l'outil principal. Et ensuite, les tests, les faire sur des vrais téléphones. C'est important de se mettre et pas sur des écrans d'ordi avec des simulateurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment de prendre le prototype qu'on a créé sur Figma en mobile, bien l'adapter. Voilà, on est parti sur un iPhone parce que c'est ce qu'on avait repéré d'après les analytics. On a pris un iPhone plutôt récent. Voilà, on avait fait les maquettes dessus et on a testé en vrai comme si la personne tenait le téléphone comme si c'était le sien. Donc vraiment, il y avait, c'est hyper important de se mettre vraiment au maximum dans la peau de l'utilisateur. Voilà. C'est vraiment les trois éléments qu'il faut retenir, je pense. Super. Merci, merci Henri pour la précision. Si je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu as dit au tout début, tu as parlé des équipes techniques. C'est important parce qu'effectivement, nous, on réfléchit sur l'ergonomie, on réfléchit sur le design, on réfléchit sur le parcours, mais à un moment donné, il y a la partie technique qu'il faut intégrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont on a intégré les équipes techniques, comment ça s'est passé finalement? Oui, donc par rapport à ça, tout à l'heure, on parlait des bonnes personnes autour du design sprint. Du coup, on a intégré un chef de projet technique au démarrage du projet et pendant toute la période du sprint. Et surtout, à la fin du design, en fait, on s'est accordé du temps pour faire une restitution auprès de nos équipes techniques. Et donc, c'était vraiment le package indispensable pour ne pas avoir des mauvaises surprises à la restitution. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire, tiens, d'intégrer la technique peut-être trop en amont, ça va mettre des freins, puisque les idéations sont là aussi pour arriver et puis ensuite faire arriver sur la partie maquette. En tout cas, nous, on l'a vraiment bien vécu et au contraire, ça a aussi rassemblé les deux équipes pour arriver sur un même objectif final. Super. Effectivement, hein, l'enjeu de la méthode, vous l'avez, je pense, compris, on l'a répété plusieurs fois, c'est vraiment d'intégrer le maximum de personnes rapidement pour éviter justement soit une déception parce que techniquement on est allé trop loin, soit un impact négatif sur le SEO et puis aussi surtout pour générer toujours de meilleures idées. Du coup, on a parlé d'une méthode avec pas mal d'équipes, concentrées sur peu de jours, avec du présentiel du coup. Mais tout le monde n'est pas sans ignorer le contexte qui est le nôtre en ce moment. Est-ce que finalement, c'est une méthode qu'on peut adapter à ce contexte et est-ce qu'on peut travailler à distance avec cette méthode-là?
Oui, c'est vrai que alors, je regarde Damien, enfin, je ne sais pas s'il voit que je regarde. En fait, on avait planifié deux sprints sur la rentrée et donc un qui s'est fait en présentiel, donc tout va bien. Et dans un délai assez court, on avait préparé le deuxième qui arrivait dans la foulée. Sauf que on se refait confiner. Et là, la question, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'en fait, c'était du coup un design à distance qu'on n'avait jamais fait. On se posait des questions en se disant, mais comment on va faire? Ça va peut-être pas marcher. Puis au final, on s'est dit, bah, allez, on va tenter l'expérience. De toute façon, c'est qu'en testant qu'on pourra se faire un propre avis. Et puis au final, ça a bien marché. Parce qu'au contraire, on était encore plus concentré sur les sujets. Mais par contre, c'est vrai qu'il a fallu se réadapter en termes de plage horaire parce que concrètement, bah, ça, c'était plutôt une proposition de Henri et de toi, Vincent, mais d'avoir plutôt des demi-journées, d'avoir des checkpoints pour que tout le monde se réunisse à 15 minutes sur l'avancée du design sprint. Mais ouais, en tout cas, je vais laisser après la parole à Damien, mais moi, mon ressenti, c'est que ça a vraiment bien fonctionné. Moi, je confirme, c'est un format qui s'y prête super bien. Ça montre à quel point on peut continuer à être agile, même si on a des contraintes fortes sur la présence dans une même salle tous ensemble. Mais le dernier design sprint qu'on a fait ensemble, c'est super bien passé aussi. Pareil, il faut mobiliser beaucoup de disponibilité, mais c'est très bien. Et franchement, le rendu sur un autre sujet a été top. Et pour prendre un peu de hauteur, presque on ne se rendrait même pas compte à la fin qu'il y en a un qui a été fait, enfin il y en a plusieurs qui ont été faits en présentiel et puis il y a un autre qui a été fait à distance. Donc vraiment top, ça marche bien. En tout cas, je confirme, s'il faut le refaire à distance ou bien en présentiel, les deux marchent, donc allez-y. Ouais, et pour compléter, je dirais même, donc effectivement, il y a eu ce travail de refaire un peu la préparation de l'atelier pour être compatible à distance. Donc, on réutilise des outils supplémentaires type tableau blanc dynamique qu'on peut avoir type Miro ou du Jamboard, Google Jamboard. Toute la partie wireframe crayonné, ben, en fait, on a envoyé en amont les templates de téléphone pour que chacun puisse avoir une feuille, un papier. On prenait en photo, on mettait ça en ligne. Donc finalement, on essayait de reproduire au maximum ce qu'on réalisait dans une salle en présentiel. On essayait de le faire à distance. Effectivement, il y a un gros enjeu sur la partie timing, parce que quand on est à distance, c'est plus difficile dans le sens où, comment je pourrais dire ça, on prend plus de temps à faire certaines actions que si on était en présentiel et ça demande plus d'attention. Donc automatiquement, l'atelier doit être plus court que si on était en présentiel. Donc on étale un peu plus le sprint en termes de durée. Mais au final, c'est possible. On fait effectivement des checkpoints de temps en temps pour ne pas mobiliser tout le monde sur toute la semaine, pour regarder où est-ce qu'on en est dans le prototype, dans les maquettes. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a découvert un mode 100% présentiel, un mode 100% à distance, et on s'est dit qu'on peut faire même un troisième mode qui est un mode hybride presque, quand on pourra, où on fait peut-être la première partie atelier vraiment ensemble en présentiel et toute la partie un peu plus conception, test, on peut le faire aussi à distance avec les checkpoints. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec ce mode de fonctionnement. Mais ça s'est bien passé, effectivement. Bah merci. Moi, si je peux rajouter un petit truc, le seul truc qui est manquant sur le digital à 100%, c'est qu'on n'a pas les petits pains, les croissants et les cafés quand on arrive le matin. Et comme on est des gourmands, c'est dommage. Mais bon, c'est vrai que ça marche très très bien à distance et qu'on a eu des super résultats. Avant de passer à la partie questions-réponses, puisqu'on en arrive à la fin de notre retour sur expérience, déjà, je voudrais remercier Léa et Damien pour leur participation et leur présence. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci aussi à toi, Henri, d'avoir participé à ce webinaire. Damien, en quelques mots, c'est quoi finalement les objectifs de 2021, les prochains projets d'optimisation chez Electrodépôt, du coup? Ouais, alors déjà pour conclure, juste avant de te répondre sur cette question, je pense que les 4 design sprints qu'on a fait ensemble, ça nous a permis déjà d'ancrer cette méthode,
de manière très structurelle dans notre façon de bosser, dans notre exigence de qualité d'expérience client. Ça nous a démontré que c'était possible et c'est top. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle et je le conseille à tous. La deuxième chose, c'est que finalement, sur cette année 2021, on va continuer déjà cette méthode. On va continuer à bosser ensemble là-dessus et surtout, on va continuer à renforcer notre exigence à tous les endroits des parcours clients du digital parce que là, on a couvert, on va dire, une grande partie du parcours, mais il y a d'autres zones où on n'est pas allé et d'autres zones où on doit appliquer la même exigence, les mêmes itérations, la même envie de faire des prototypes et d'aller les soumettre à des utilisateurs en interne, à des collaborateurs qui sont là à côté de nous et qui n'attendent qu'une seule chose, qui est de nous donner du retour là-dessus. Donc voilà, donc c'est ça l'ambition pour cette année, c'est de continuer à aller plus loin et de poser cette exigence partout et donner du sens aux gens et de montrer que voilà, cette méthode de travail, elle peut aussi servir potentiellement à plein d'autres endroits de l'entreprise. Super. Merci Damien. Je vais du coup maintenant poser quelques questions. On a eu plusieurs questions. Je vais essayer d'en poser un maximum. Il nous reste un gros 10 minutes. Une des toutes premières questions qui a été posée, alors on y aura peut-être un peu répondu, mais c'était est-ce que les 4 à 6 jours étaient condensés, donc vraiment sur une seule semaine, ou est-ce que c'était dispatché sur plusieurs semaines? Je vais répondre à cette question. C'était globalement condensé hein, en une semaine ou maximum 2. On empiétait un petit peu sur la deuxième. S'il fallait laisser, il y a un jour de battement parce qu'on n'était pas dispo. Mais l'idée, c'est que voilà, 4 à 6 jours, 4 jours, on essaye au maximum de les passer en une semaine. 6 jours, ça sera sur les 2 semaines, mais vraiment on condense dans les 15 jours. Voilà, on fait tout en 15 jours. C'était principalement ça. Super, merci Henri pour la précision. On a parlé tout à l'heure du SEO, du coup Damien ou Léa, il y a une personne qui s'interroge sur ce qu'on a remarqué en fait sur le SEO qui pouvait être pas forcément incompatible, mais finalement c'était quoi nos points de vigilance sur le SEO quand on a travaillé sur l'ergonomie mobile des différentes pages? Oui, du coup, en termes de fiche produit, c'était respecter la partie tétière de la fiche produit et ne pas retirer la partie catégorie. Après, c'était point de vigilance sur les zones de description. En tout cas, il y avait les zones de description. Après, comment intégrer les nouvelles zones de contenu et toujours en respect des bonnes pratiques SEO. Donc là, on a parlé tout à l'heure de rajouter, par exemple, de la réassurance MDD. Donc nous, on l'avait imaginé sous forme de bannière. Donc c'était à chaque fois, en fait, sur chaque ajout de nouvelles zones, à la fois répondre, nous, notre conviction pour enrichir l'expérience utilisateur, mais faire le bon compromis pour que ça serve aussi sur la partie SEO. Ça marche. Merci Léa pour la précision. Il y a encore pas mal de questions. Alors, je fais le tri et j'essaie de pas en oublier. Il y a une question intéressante parce qu'on a beaucoup parlé mobile et il y a une question qui nous demande est-ce que la refonte web mobile va avoir un impact sur le site desktop? Alors, je vais commencer à répondre. Oui, là, on a parlé très mobile. On faisait l'ensemble des sprints mobile first. Hein. On était vraiment sur cet esprit, mais on venait quand même créer toujours à la fin une version desktop des différentes actions qu'on a voulu mettre en place et réorganiser. Donc, en fait, finalement, la fiche produit que vous voyez sur desktop, elle a été retravaillée aussi en même temps que la fiche produit mobile. On est venu adapter ce qu'on avait imaginé en mobile en desktop. Donc oui, l'ensemble des actions identifiées ont été imaginées mobile first, mais on a bien sûr fait la déclinaison sur la partie desktop. Je ne sais pas si Léa ou Damien, tu veux compléter. Si, c'est très clair. De toute façon, c'était aussi pour changer nos mentalités aussi en interne, de plutôt démarrer sur une vision mobile, puis ensuite desk. Mais dans tous les cas, l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, c'est toujours une harmonie entre les deux, en fait. C'est plus, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment changer les habitudes et plutôt avoir la première touche en mobile avant la partie desktop. Super. D'autres questions? Il y a alors, plusieurs questions qui se recoupent. On a parlé des tests utilisateurs qu'on a fait sur
sur les collaborateurs électrodépôt. Donc, il y avait une question sur pourquoi on avait fait le choix sur les collaborateurs électrodépôt. Et une deuxième question qui est un petit peu liée, c'est est-ce que quand le contexte va le permettre à nouveau, est-ce qu'on prévoit sur les prochains sprints d'intégrer des clients finaux directement? Et je prends la réponse. Allez. Vas-y. Donc, pourquoi des collaborateurs? Pour une raison très simple, c'est que déjà, ils étaient autour de nous. Donc, c'était facile ou relativement facile d'aller chercher quelques profils pas trop ou pas du tout impliqués dans le digital et dans nos activités marketing pour aller leur soumettre des parcours ou les prototypes. Donc, je pense à des gens comme Véronique, Elisa, Nirina qui ont participé, qu'on allait chercher de leur contexte et les mettre sur les prototypes pour nous donner pendant 10 minutes, un quart d'heure leur retour. Donc ça, c'était facile. Et surtout, l'autre aspect, c'est que comme on avait une échéance temps une timeline qui était relativement courte, c'était aussi la meilleure manière, en fait, d'aller chercher des utilisateurs, collaborateurs juste à côté et de nous faire tenir les délais. Donc, on va dire que ça simplifiait aussi la démarche, sachant que finalement, des collaborateurs qui ne sont pas dans le digital au quotidien, finalement, c'est des utilisateurs comme les autres. Et je peux vous rassurer, des gens qu'on a eus, parfois, ils n'ont pas mâché leurs mots pour leur dire ce qui leur convenait ou ce qui ne leur convenait pas. Et c'est ce qu'on attend. Donc, finalement, c'est de toute façon des utilisateurs. Ouais. Et une démarche qui a été aussi appréciée en interne parce que finalement, ça sortait du quotidien des collaborateurs qui, comme le disait Damien, ne sont pas forcément proches de ce qu'on fait aujourd'hui. Super, merci. Et ça répond à une question qui avait été posée. Est-ce qu'on a testé cette nouvelle version avant mise en prod? Alors, au-delà de la partie technique, effectivement, il y a eu des tests qui ont été faits sur la partie prototype et après, il y a tout un process technique forcément de tests avant mise en ligne, ça ce qui est forcément entendu, mais effectivement il y a eu des tests qui ont été faits sur la partie prototype. On me pose la question justement, on a parlé du délai très court qui était une des forces de la méthode, mais ça interroge du coup sur le fait est-ce qu'on a réussi à faire des maquettes tout de suite en haute définition ou est-ce qu'on était plutôt en basse définition et ensuite on a remaquetté une fois le sprint terminé du coup? Je vais répondre. Effectivement, au fur et à mesure du sprint qu'il avance, au fur et à mesure, on améliore la maquette. Donc, au début, on était vraiment sur du crayonné simple, type zoning qui tendait vers du wireframe. Ensuite, on avait travaillé une sorte de mini style guide de la charte électrodépôt pour ensuite reprendre rapidement sous forme de wireframe très simple ce qu'on avait tous un peu griffonné et ensuite vite appliquer une couche de design dessus avec la charte d'électrodépôt pour produire des maquettes plutôt haute fidélité cette fois-ci. Et c'est à partir de ces maquettes haute fidélité qu'on a créé un prototype animé. Alors j'ai vu dans les questions qu'on n'a pas fait d'intégration en tant que tel HTML, CSS, on est resté sur les maquettes Figma qu'on a animées derrière. Voilà. Merci Henri pour ça. Effectivement, on l'a dit, c'est une des forces de la méthode aussi. On l'a vu dans les équipes qui étaient réunies. On avait un UI qui était avec nous pendant tout le projet. Et c'est ça aussi qui permet, en fait, il participe à tous les ateliers, à toutes les réflexions. Donc, du coup, lui, il est en capacité rapidement de reproduire de manière en haute fidélité, on va dire, tous les échanges qu'on a eus. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que ça permet de se projeter. On a eu plusieurs fois des échanges où on était en hésitation sur deux versions et le fait de les voir en haute définition, ça nous permet aussi de se projeter plus facilement et même de fois de se dire ok, on ne sait pas en fait, nous on n'arrive pas à se décider, donc on fera tester les deux et puis on verra ce qui se passe au moment des tests. Alors il nous reste 2-3 minutes, j'ai encore quelques questions, enfin plutôt une suggestion, faire un design sprint en étant en magasin pour avoir l'avis client et être proche des équipes. Effectivement, peut-être qu'on pourra intégrer ça dans un prochain sprint. On nous parle de l'accessibilité au site électrodépôt pour les personnes souffrant d'un handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la roadmap niveau électrodépôt et même niveau Lemon, mais quid de l'accessibilité pour les personnes souffrant d'un handicap? Ça va faire partie des choses sur lesquelles il va falloir qu'on se penche maintenant qu'on a déjà revu un petit peu les fondements de notre expérience client digital. On va aller plus loin. Comme je disais tout à l'heure, on doit renforcer l'exigence, couvrir tous les clients et les aider toute l'année à apprécier et à découvrir nos produits. Donc oui, ça va faire partie des objectifs.
Super. Henri, tu veux dire un mot sur l'accessibilité? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, c'est vrai que c'est un sujet alors, pas que je vais dire que j'apprécie beaucoup, mais je trouve ça hyper important. Moi, maintenant, quand j'essaye de produire des wireframes ou même des maquettes, on fait extrêmement attention au contraste, à la taille des polices. On essaye au maximum d'être le plus accessible. C'est vraiment un sujet, tout ce qui est sur l'inclusion numérique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, c'est une philosophie qu'on va essayer d'appliquer systématiquement à toutes nos prestations. Et chez Lemon Interactive, on va renforcer, je pense, dans les mois à venir aussi cet aspect accessibilité numérique. Je pense que c'est ultra important et ça ne sert pas que aux personnes souffrant de handicap, mais ça sert à tout le monde au final d'avoir un site plus accessible. Super. Bah, écoutez, alors je suis désolé, je ne peux pas poser toutes les questions malheureusement, puisqu'on va arriver au bout du timing. Mais merci en tout cas à vous, parce qu'on a eu pas mal de questions. Je m'excuse et je suis désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire si vous voulez plus de précision. Je réponds à une question qu'on nous pose souvent en off. On va mettre à disposition le webinaire qui a été enregistré dans les prochains jours. Donc, vous aurez accès à la partie vidéo. Voilà, je tenais à tous vous remercier pour la participation. Merci encore une fois à Damien et Léa pour la présence. Et puis bah, je peux vous souhaiter un prochain webinaire avec Lemon qui aura lieu dans quelques semaines. Mais je vous dis pas tout de suite. Vous aurez des infos bientôt. Et beaucoup de félicitations pour l'équipe Electrodépôt qui a participé. Donc bravo à vous sur le chat, pas mal de bons retours. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.